Aujourd'hui, nous allons parler de la Vespa, et plus précisément de la Vespa 125 de 1950 et 1. Pour l'Italie d'après-guerre, la Vespa représente un phénomène de motorisation similaire à celui de la coccinelle Volkswagen en Allemagne. Dès ses premières phases de conception, elle s'est révélée être un modèle gagnant, évoluant au fil du temps sans jamais abandonner sa philosophie originelle ni son caractère esthétique distinctif. D'autres véhicules aux caractéristiques et coûts similaires, comme la Lambretta, ont également connu un grand succès, mais entre les premiers modèles et les versions plus récentes, des transformations radicales se sont produites, aussi bien dans la conception technique que dans les choix de design. La Vespa, en revanche, maintient une identité technique et stylistique constante entre la 98 de 1946 et la Vespa 50 spéciale de 1991. Malgré des différences significatives, on note une continuité qui relie toutes les versions produites sous ce nom. Une concurrence féroce. Vers la fin des années 50, la Vespa avait déjà dépassé les 125 000 unités produites et s'était imposée dans les principaux pays européens. Après l'arrêt de la production de la 98 en 1948, un seul modèle fut introduit à partir d'avril 1949, la Vespa 125, équipée d'un moteur oscillant et d'une suspension avant à bras oscillants à biellette. En 1950, la société rivale Innocenti lance la Lambretta carénée, LC, attirant un public en quête de plus de protection contre les intempéries et les projections d'huile, une protection que les modèles Vespa, avec leur petit bouclier avant, ne pouvaient offrir. Innocenti vise ainsi à conquérir une part de la clientèle de Piaggio, pour laquelle la Vespa avait déjà offert un bon niveau de protection dès le modèle 98. La réponse du public est immédiate. De longues files se forment devant les concessions Innocenti, et la production mensuelle, qui s'élevait à environ 3000 unités avec le modèle B, passe à 7000-8000 unités avec les modèles C et LC, atteignant presque les niveaux de Piaggio. La compétition s'intensifie également dans les courses et les tentatives d'établir de nouveaux records mondiaux, Innocenti étant prête à défier les records récemment atteints par Piaggio. La popularité des nouveaux modèles Lambretta ne passe pas inaperçue. Piaggio dénonce une possible imitation avec la LC et engage une action en justice contre Innocenti pour la ressemblance perçue entre sa Vespa et le nouveau modèle rival. Dans ce climat de tension, Piaggio lance une campagne publicitaire provocatrice où apparaissent des perroquets et des singes à bord de véhicules aux lignes suggestives, soulignant de façon directe et ironique l'aspect imitatif de plusieurs scooters, y compris ceux d'Innocenti. Mais pendant qu'elle ne rate pas une occasion d'attaquer ses rivaux, l'équipe technique de Piaggio travaille sans relâche pour améliorer le produit. La Vespa 125 rencontre un succès certain auprès de la clientèle, mais la pression pour s'améliorer ne cesse jamais, et de nouvelles modifications sont développées pour la maintenir à la pointe. Le modèle 1951. Lorsque le nouveau modèle de 1951 est présenté, le communiqué de presse de Piaggio indique textuellement « Dans le modèle 1951 de la Vespa, la structure et l'esthétique de la machine restent inchangées. Cependant, l'expérience de 5 années de production en grande série et l'épreuve d'utilisation quotidienne de plus de 150 000 machines en circulation ont suggéré des modifications de détails et certains perfectionnements qui augmentent la sécurité, la maniabilité et le confort du véhicule, dont les performances s'avéreront des plus satisfaisantes. Il est intéressant de noter l'emploi du terme « machine » plutôt que les plus communs « moto » ou « scooter », ainsi que la mention des 150 000 unités vendues, bien que la production réelle à la fin de 1950, au moment de l'annonce, soit légèrement supérieure à 125 000 unités. Parmi ces modifications de détail, les plus notables concernent le contrôle de la boîte de vitesse, désormais équipée d'un double câble flexible, et l'ajout d'un amortisseur hydraulique monté sur le bras oscillant de la fourche monobrace, placé devant le bras de soutien. Cet amortisseur fonctionne de manière inversée par rapport à la norme. Il est en extension lorsque le ressort se comprime et en compression lorsque le ressort se détend. Bien que cette configuration ne soit pas idéale, notamment en raison de la course très réduite de l'amortisseur, elle sera maintenue jusqu'au modèle 160 GS de 1962. Aucune modification n'est apportée au moteur, qui reste identique au modèle précédent.
Il est doté d'un piston à déflecteur, développe 4,5 chevaux à 4500 tours par minute et fonctionne avec un mélange de 5% d'huile, 10% pour les premiers 1000 km. Toutefois, un nouveau silencieux est introduit, ainsi qu'un petit verre sur l'alimentation pour recueillir les sédiments courants dans le carburant de l'époque et un nouveau robinet d'essence à rotation au lieu de traction. D'autres parties du véhicule subissent également des améliorations. Le phare est agrandi et reculé pour une meilleure protection contre les chocs. Le feu arrière passe de rond à rectangulaire et le guidon est monté sur des cylinder blocks pour réduire les vibrations au minimum. Une version avec logement pour le compteur de vitesse est également disponible, toujours en option. Dans les versions prévues pour le compteur, la prise de mouvement correspondante est installée dans le moyeu avant. De petites modifications concernent également la selle et la pédale de frein, tandis que les repose-pieds sont allongés à l'arrière pour offrir un meilleur appui aux passagers. Les performances restent inchangées, bien que le poids à vide augmente légèrement, passant de 70 à 75 kg en raison des modifications apportées. La lecture du manuel d'utilisation et d'entretien nous ramène à l'ère héroïque de l'après-guerre avec des recommandations classiques comme ne pas utiliser la pleine ouverture de la manette des gaz durant les 1000 premiers kilomètres, en plus du doublement déjà mentionné de la quantité d'huile à mélanger à l'essence. Une page entière est consacrée aux procédures de démarrage, y compris les actions à entreprendre en cas d'engorgement, un problème alors fréquent. Les fortes proportions d'huile dans le mélange provoquaient naturellement des dépôts. Ainsi, tous les 2000 km, il fallait nettoyer la fente de l'extrémité du silencieux d'échappement, car les projections d'huile non brûlée, mêlées à la poussière, obstruaient partiellement l'ouverture. En outre, tous les 2000 km également, il était nécessaire de nettoyer le filtre à air en l'immergeant dans un bain d'essence ou de pétrole, vérifier l'ouverture des contacts du rupteur, graisser le feutre glissant sur la came et nettoyer la lumière d'échappement du cylindre. Cette dernière opération exigeait le retrait du silencieux et le positionnement du piston au point mort haut en prenant soin de ne pas laisser de résidus de carbone pénétrer dans le cylindre. Vu la complexité de cette procédure, il était recommandé de la confier à un technicien agréé. À 6000 km, la dépose de la culasse et le nettoyage de la chambre de combustion et du dessus du piston pour éliminer les dépôts carbonisés étaient prévus. Bien que tous ces conseils ne soient plus d'actualité, certains restent valables pour ceux qui participent aujourd'hui à des manifestations historiques avec une Vespa de ce type. Un sidecar authentique. Les besoins de transport de cette époque, avec une motorisation en plein essor après la crise de la guerre, ont conduit à l'association de petits scooters avec des sidecars de petite taille, souvent destinés à la femme, tenant le plus jeune enfant dans ses bras, tandis qu'un enfant plus âgé ou un autre membre de la famille s'installait sur le siège arrière, derrière le chef de famille. Ces sidecars étaient fabriqués et vendus par des entreprises spécialisées comme Longhi ou Titarelli. Piaggio, bénéficiant d'une main-d'œuvre abondante provenant du secteur aéronautique et des équipements de presse, a décidé de produire directement des sidecars pour la Vespa. L'avantage était double. D'un côté, on garantissait un élément robuste et éprouvé directement par le constructeur, et de l'autre, on offrait un sidecar esthétiquement harmonisé avec la Vespa, sans fioritures ni coloris extravagants. Le corps central du sidecar, élégamment bombé, est complété par un large garde-boue latéral, dont la forme est similaire à celle des flancs de la Vespa, avec une ouverture interne rappelant la rainure présente sur la protection du moteur pour la prise d'air. Un pare-brise en plexiglas est fixé avec des vis dans un profilé en aluminium à sa base. L'intérieur est doté d'un coussin et d'un dossier recouvert de simili-cuir noir, idéal pour camoufler les éventuelles taches, mais moins agréable si l'on s'assoit après une exposition au soleil. Le modèle Piaggio d'origine est reconnaissable au blason noir et bleu, avec le P à l'avant du sidecar. Le châssis porteur, en tube d'acier, comprend le support pour le bras de suspension de la roue et l'ancrage pour le ressort de suspension court. Piaggio propose deux versions de ce sidecar, un modèle normal et un modèle luxe, qui diffèrent par certains détails. Le modèle photographié dans notre reportage est du type normal. Le modèle luxe dispose d'un pare-choc arrière chromé, d'un capot pour le ressort de suspension et d'un profilé central brillant le long du panier. Pour les véhicules destinés au sidecar,
il n'est pas nécessaire de modifier le rapport de transmission, puisque le montage est effectué chez le concessionnaire, évitant ainsi de devoir distinguer à l'usine les Vespa, destinées à un usage avec sidecar, de celles vendues sans. Cependant, si le client le souhaite, le concessionnaire peut également installer des sidecars d'autres fabricants, tels que ceux des entreprises mentionnées précédemment. Pour des pièces de rechange pour Vespa et d'autres motos classiques et modernes, rendez-vous sur le site thekingofpiston.com. Ci fermiamo qui, ma la strada delle leggende continua. Alla prossima tappa, sempre su due ruote e con un pezzo di storia da raccontare. Se volete conoscere la storia di qualche specifico modello, scrivetelo nei commenti.